Poupidou, 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 pou. Euradio Nantes vous présente les causeries de la MSH. Eh bien, bienvenue dans les causeries de la MSH. Alors aujourd'hui, c'est l'épisode 1 de la saison 6 de notre série. Donc les causeries de la MSH. Donc le schéma reste le même que les années précédentes. C'est toujours moi, Lucas Rondel, économiste au CNRS, qui les animerai cette année avec l'aide d'Annie Busson, qui est responsable du pôle Affaires Générales et Communication de la MSH. Alors comme les saisons précédentes, tous les troisièmes mardis du mois, une personnalité scientifique ou plusieurs viendront causer sur un sujet en lien direct avec l'actualité nationale et européenne. Alors de quoi allons-nous causer aujourd'hui ? Aujourd'hui, nous allons voyager. Nous allons voyager au pays des mots et des concepts. Nous allons peut-être y rencontrer le prince des mots tordus. Jeu de mots, disait Maître Capello. Mais non, ce n'est pas nous qui allons voyager, mais plutôt les mots et les concepts eux-mêmes. Nous allons parler d'un dico, pas celui de l'Académie française, pas d'un dictionnaire amoureux, mais d'un dictionnaire des concepts nomades en sciences humaines. Alors cela demande explication de texte, bien des expressions qui désignent des groupes sociaux, des idéologies, des manières de concevoir le temps ou l'organisation du monde qui nous entourent nous paraissent parfaitement naturelles et ne posaient a priori aucun problème à qui voudrait les traduire et les appliquer à d'autres contextes que ceux dans lesquels elles sont nées. Mouvement ouvrier, avant-garde, intelligentsia, laïcité, travail, etc., etc. Tous ces mots font ainsi partie de ces mots ou de ces expressions qui semblent aller de soi et dont il n'est pas vraiment utile de connaître l'histoire pour les utiliser à bon escient. Pourtant, il n'en est rien. Ces termes s'exportent mal et chaque fois qu'on le fait dans l'usage courant ou le travail scientifique, ils multiplient les choses trappes et les faux semblants dans lesquels on finit par ne plus savoir de quoi on parle. Sommes-nous toujours bien d'accord sur ce que nous entendons par Occident, humanitaire ou administration, et lorsque nous faisons voyager ces mots par-delà les frontières ? Je lisais dans une chronique dans Libération de Michel Serres vendredi dernier qui prenait l'exemple du mot « follower » affiché sur la façade de la maison de la radio. L'astérix renvoyait à la traduction française « suivez ». Est-ce que la signification est la même ? C'est une question. C'est à rendre étrange donc ces expressions faussement évidentes, à en faire des objets de questionnement tout autant que des outils qu'on ne regarde plus tant ils paraissent banals que veut contribuer ce dictionnaire. Dans la langue politique, par exemple, celle des discours des partis, on parle de débat de société, des experts invités dans les médias décryptent l'actualité, prenons les débats récents sur la laïcité, ouverte ou fermée, positive, restrictive, inclusive, sur la République et la démocratie, sur la nation et la citoyenneté, les immigrés, les immigrants, etc., etc. Ces exemples illustrent très bien la confusion des sens qui s'établit dans la sphère publique à la faveur des stratégies de communicants, des éléments de langage répétés en boucle, j'espère qu'on y reviendra là dans le reste de l'émission, de la réduction des enjeux et des défis à des slogans qui servent à marquer les positions des uns et des autres sans dessiner de véritables propositions politiques. Alors, réalisé par des politistes, des sociologues, des historiens, des archéologues, j'ajouterai des économistes, je prêche pour ma chapelle, ce dictionnaire des concepts nomades en sciences humaines, tome 2, aux éditions Métayer, a pour ambition d'écrire ce que sont réellement ces concepts apparemment familiers, ce qu'ils disent des hommes et des contextes, ce qu'ils nous obligent parfois à penser et ce qu'ils font à nos sociétés. Il veut en proposer des usages enfin critiques. Donc, il s'agit d'une vingtaine de spécialistes européens, comme je disais tout à l'heure, sociologues, ethnologues, historiens d'art, qui ont été conviés à leur chevet pour en décrire les cheminements complexes et en proposer un usage réfléchi. Alors, Olivier Christin a dirigé ce dictionnaire qu'on a l'honneur d'accueillir aujourd'hui. Donc, Olivier Christin est un historien moderniste, professeur ordinaire, entre guillemets, à l'université de Neuchâtel, même s'il préfère qu'on l'appelle professeur exceptionnel. Mais bon. Et directeur d'études à l'école pratique des hautes études. Alors, ce qui m'a intéressé dans ce cursus, on en discutait tout à l'heure, c'est l'expérience qu'il a conduit pour introduire la BD historique dans des classes de master. Moi, dont la culture s'est longtemps résumée à la lecture assidue d'Alix, des Tuniques Bleues et du lieutenant Blueberry, sans parler d'Astérix, ça m'intéressait de l'entendre aussi là-dessus, c'est peut-être pas le sujet de la journée. Alors, il est accompagné aujourd'hui de Marion Deschamps, c'est ça, Deschamps, oui, qui est coordonnatrice du dictionnaire, qui est alors postdoctorante, on va dire, non ? Oui, on peut dire ça. Postdoctorante en histoire à l'université de Neuchâtel. Très bien. Donc ces mots, alors je cite Olivier Christin, ces mots font notre quotidien de chercheurs comme de citoyens, puisque ces mots-là sont aujourd'hui
objet non seulement de vifs débats, mais aussi d'un intense trafic entre pays et ère culturelle, entre langues, entre sciences et politique, entre usage technique et abus de langage. C'est vous qui l'écrivez, Monsieur Christin. Donc on sera accompagné aujourd'hui par Marie Cartier, qui est donc chercheuse sociologue au Sens, c'est bien ça, et donc qui va m'aider à animer cette émission. Donc je vous laisse la parole, donc Olivier Christin, qui va dans un premier temps nous préciser un petit peu la jeunesse et la démarche de son dictionnaire. Très bien, bonjour, merci de votre invitation. Je suis ravi de pouvoir discuter avec vous et présenter ce dictionnaire que nous avons conduit sur des années. C'est une entreprise de longue haleine avec Marion Deschamps. En gros, à l'origine, il y a deux préoccupations à l'origine de ce dictionnaire. C'est le deuxième volume. Il y aura un troisième volume, on espère, dans un délai raisonnable l'an prochain, au pire de début 2018. Donc 2 volumes qui arrivent maintenant à nous proposer une 60aine d'entrées. C'est pas un dictionnaire systématique, un dictionnaire exhaustif. C'est pas un dictionnaire où les choses sont rangées dans l'ordre alphabétique et on trouverait tous les mots de la politique ou tous les mots des sciences sociales ou tous les mots de l'historiographie. C'est un dictionnaire critique. C'est un dictionnaire qui veut prendre un certain nombre, nous éclairer sur un certain nombre d'enjeux lexicaux et conceptuels d'aujourd'hui. De quoi on parle quand on parle de laïcité? De quoi on parle quand on parle de génération? De quoi on parle quand on parle de terrorisme? Est-ce qu'on est bien d'accord sur le sens des mots? Et est-ce qu'on est bien d'accord sur le sens des mots quand les mots passent d'un univers à un autre, par exemple de l'univers savant vers l'univers politique, multiculturalisme qui apparaît dans l'anthropologie américaine autour du milieu du XXe siècle, passe dans les débats politiques et finit par animer des controverses en Allemagne autour de Angela Merkel, multiculti, c'est fini. Je pense que Marion nous en dira plus sur ces questions-là. Donc un passage de l'univers savant à l'univers politique qu'on voit dans beaucoup de sujets actuellement. Et puis, qu'est-ce qui se passe quand les mots circulent ou les concepts circulent d'un univers linguistique ou d'une langue à une autre? C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe dans la traduction, par exemple, aujourd'hui, de termes qui viennent des langues anglo-saxonnes et qui viennent d'un univers culturel et d'un univers économique aussi très particulier, qui commencent à rentrer, par exemple, via le travail de la Commission européenne, dans les législations et dans les débats européens, type gouvernance. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Gouvernance, précaution, voilà, employabilité, durabilité, globalisation. Qu'est-ce qui se passe? Donc le dictionnaire n'a pas choisi de faire la totalité, un survol de la totalité des mots, mais d'aller choisir les mots sur lesquels aujourd'hui nous sommes en train de nous déchirer ou en train de discuter, et les mots qui font notre quotidien, comme je disais. Si je peux rebondir, finalement, vous avez proposé plusieurs exemples de dictionnaires, et le nôtre est un peu particulier, puisque il ne s'agit pas, comme vous l'avez dit, de recenser, de classer des définitions fixes, mais au contraire de s'intéresser non pas au sens, mais à la raison pratique des mots et à leurs usagers. Donc, on pourrait presque dire que c'est un anti-dictionnaire, puisqu'il n'y a pas ce côté de fonction d'état, de la recherche d'état civil de ces concepts, mais bien l'idée qu'on va justement passer par le côté du voyage, de l'itinérance, de l'errance même aussi de certains concepts à travers des espaces. Donc, on en revient à cette notion, à mon avis, centrale de nomadisme et de transfert des idées à travers les concepts et leurs manipulateurs. Je crois que Marion a raison de souligner ce point, c'est-à-dire c'est pas un dictionnaire normatif, c'est pas un dictionnaire qu'on peut inviter les auditeurs à aller chercher s'ils souhaitent savoir ce que c'est que la laïcité en 100 mots. Qu'est-ce que c'est vraiment que la laïcité, ou qu'est-ce que c'est que le multiculturalisme, ou qu'est-ce que c'est que génération, ou le dévouement, ou le terme de civilisation. C'est pas ce dictionnaire-là qu'il faut prendre. Par contre, ce dictionnaire éclairera sur les mutations des mots et des concepts et sur les acteurs de ces mutations. Donc c'est un dictionnaire aussi, vraiment, que nous, on considère comme un travail de sociologie critique, de réflexivité, qui fabrique ces concepts, ou qui a le pouvoir de labelliser ou de faire accéder tel ou tel mot au statut de concept, et qui, par transparence, et qui, les agences pour le médicament, plus de transparence dans la gestion de tel ou tel dossier, enfin ce mot qui est en train aussi d'envahir une partie des politiques publiques, et qui sont les gens qui font le travail d'import-export, c'est-à-dire qui importent les termes, par exemple le terme de précarité, qui passe du français vers l'allemand, très bien expliqué par
Franz Schultheis dans le dictionnaire. Voilà. Pourquoi les Allemands ont-ils choisi à un moment dans les années 80-90 de parler de précarité, pas de Armut, alors qu'ils avaient pauvreté, Armut, ils avaient tout un lexique disponible. L'import-export a joué un certain rôle politique. Même chose sur laïcité autour des nationalistes turcs ou des jeunes Turcs à la fin du 19e, début 20e, vont aller chercher le modèle de la laïcité française pour le réimporter dans le projet de modernisation de la Turquie, puis dans le projet kémaliste. Donc c'est un dictionnaire à la fois de sociologie des acteurs de cet import-export et un dictionnaire d'histoire qui permet de comprendre les mutations de la langue politique et sociale. Voilà, au fond, le dictionnaire, la première chose qui est importante, le seul credo qu'on a donné à nos auteurs, c'était celui d'une méthode réflexive. Donc, en estimant que, très souvent, Vous entendez par réflexivité, c'est juste pour nos auditeurs. Alors justement, très souvent, on a des chercheurs en sciences sociales, dont on fait aussi partie, qui utilisent des outils critiques, mais qui ne s'interrogent pas eux-mêmes sur les outils qu'ils utilisent. Donc, c'est une idée de les faire penser de manière critique aux instruments de leur critique et de voir comment on arrive en fait à dégager, justement comme vous l'avez dit, non pas un sens commun, mais à rebrousse-poil, au contraire, des inconscients d'école et des choses qui changent à travers les écoles, les traditions épistémologiques, les traditions aussi nationales, et de voir qu'on n'avait pas toujours affaire au même sens, au même mot, et qu'il y avait toujours des stratégies conscientes ou inconscientes, mais pas seulement épistémologiques, aussi politiques et institutionnelles, qui se jouaient à travers ces jeux de transfert, à travers les milieux, à travers les espaces, etc. Et pour continuer à présenter votre démarche, vous nous avez rappelé que c'était une entreprise de longue haleine. Donc le premier tome, paru il y a un certain nombre d'années, le second tome qui paraît aujourd'hui. Et il me semble qu'il y a à la fois de la continuité, mais aussi des infléchissements dans ce dictionnaire, ce nouveau volume, puisqu'il est centré sur un champ particulier qu'est le champ politique. Oui, exactement. Vous avez raison. On a progressé. C'est une entreprise collective, il faut le dire. Et Marion Deschamps a joué un très grand rôle dans l'entreprise collective. Une entreprise collective qui a évolué en fonction des nouvelles rencontres, des nouvelles discussions et de la réception du premier volume. Merci. On achève la première partie de cette émission. Donc, une coupure musicale qui a été donc choisie par nos invités. Donc, je crois que le premier titre, c'est donc Lou Reed et John Cale. Trouble with the classicist, he looks at a tree. That's all he sees, he paints a tree. The trouble with the classicist, he looks at the sky. He doesn't ask why, he just paints the sky. The trouble with an impressionist, he looks at a log. He doesn't know who he is, standing staring at this log. And surrealist's memories are too amorphous and proud, while those downtown macho painters are just alcoholic. There's a trouble with the impressionist. There's a trouble with the impressionist. There's a trouble with the impressionist. Personalities, they're too wrapped up in style. It's too personal, they're in love with their own guile. They're like illegal aliens trying to make a buck. They're driving gypsy cabs, but they're thinking like a truck. It's a trouble with personalities. There's a trouble with personalities. There's a trouble with personalities. There's a trouble with personalities.
like the druggy downtown kids who spray paint walls and trains. I like their lack of training, their primitive technique. I think sometimes it hurts you when you stay too long in school. I think sometimes it hurts you when you're afraid to be called a fool. There's a trouble with classes. 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 Radio Nantes, les causeries de la MSH. Bien, nous reprenons notre causerie où on parle aujourd'hui d'un dictionnaire des concepts nomades, avec nos deux invités, donc Olivier Christian et Marion Deschamps, qui sont à l'origine de ce dictionnaire. Je suis accompagné de Marie Cartier aujourd'hui pour animer cette causerie. Donc avant qu'on reprenne donc nos échanges, alors pourquoi cette coupure musicale ? Alors pourquoi cette coupure musicale? Donc John Cale, Lou Reed, parce que si on écoute bien les paroles, d'abord la musique est magnifique, c'est un groupe un peu mythique, un tandem mythique, mais si on écoute bien les paroles, c'est exactement la même chose que ce que nous essayons de faire dans les concepts nomades. C'est une mise en garde contre l'essentialisme et contre l'idée que les choses sont ce qu'elles sont et qu'il n'y a pas de souci, qu'elles sont totalement objectives. Si on écoute les paroles, il dit, le problème avec un classiciste, avec un peintre classique, c'est qu'il voit un arbre, il peint un arbre. Voilà, il peint une bûche. Le problème avec alors après, je ne sais plus, qu'est-ce que c'est? Il y a un classiciste et il y a un... Les impressionnistes il y a l'impressionniste et les surréalistes. Et les surréalistes. Voilà, ouais. Il va faire les écoles de peinture. Et nous, c'est un peu ça qu'on a avec cette interrogation qu'on a sur les concepts et sur les termes qui figurent dans le dictionnaire. C'est qu'il ne désigne pas un contenu, c'est le sens de la question de Marie Cartier, ne désigne pas un contenu fixe. Voilà. Sur lequel on est tous d'accord, et il n'y a pas une essence du concept qui serait immuable. Ce qui nous intéresse, c'est les conflits autour des usages de ces mots. Pour reprendre, je crois que c'était une définition de Quentin Skinner, le philosophe anglais, il disait les mots n'ont pas de les concepts politiques n'ont pas de définition, ils sont une histoire frozen, une histoire congelée, une histoire sédimentée. Alors le projet a changé, il a évolué au cours des temps. Le premier volume était de 2010. Le deuxième volume date de 2016 et il y aurait un volume en piste pour 2017 ou 2018. Mais en fait, l'expérience a commencé au milieu des années 2000. C'est très long à faire, on pourra le dire pourquoi. Et le projet n'a pas changé dans ses fondamentaux, mais on a décidé d'avoir des volumes plus thématique. Et ce volume-là porte sur les mots de la politique. Donc on a nationalisme, et le premier tome nation. Le premier, c'était des exemples idéaux typiques. On a rodé un peu la mécanique, la méthode. Le discours sur la méthode était plus programmatique. Et celui-là est vraiment sur un champ. Et le suivant sera aussi sur un champ sur la langue de l'économie et du management. Ah, très bien. Oui, il y a une évolution effectivement qui se joue. Donc on passe effectivement de la cité, du politique, à quelque chose, alors effectivement du management, mais il y aura aussi tout un questionnement sur presque, alors on passe du politique, je dirais presque au métaphysique ou à l'ontologique, puisqu'il y aura aussi des notions telles que concept ou vérité, puisqu'on va essayer nous-mêmes de s'appliquer à cette méthode autoréflexive en essayant de voir. Donc il y a non seulement le concept de concept qu'on va mettre en question, mais celui aussi de sciences humaines dans le dernier volume, pour boucler la boucle. Voilà, donc il y a ces thématiques qui passent du politique à d'autres massifs, on va dire, intellectuels ou d'autres topics intellectuels qui vont être interrogés. Alors, pour répondre à la question de Marie Cartier, directement, pourquoi ça a changé? Pourquoi le politique? Parce qu'il nous a semblé, je crois que c'est une impression que nous sommes nombreux à partager, il nous a semblé que la politique, c'est le lieu où on s'affronte sur le sens des mots. Qu'est-ce que c'est que le terrorisme? C'est une des entrées de notre dictionnaire. Qu'est-ce que c'est que le genre? Même le pape François se prononce
sur la théorie du genre qui serait enseignée dans les écoles françaises. On voit bien que c'est sur les concepts, sur les mots que l'on s'affronte, par exemple sur le mot de nation, sur le mot d'identité, ou sur le mot de république, ou sur le mot de laïcité, qui est aujourd'hui devenu sur le concept un des champs de bataille de la politique, et que la langue politique est soumise à un renouvellement accéléré. C'est-à-dire, on a retrouvé ce texte, qui est très connu, mais on a voulu citer ce texte de Tocqueville, qui dit « Dans la société anglaise aristocratique, traditionnelle, monarchique, du XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, la langue changeait peu, parce qu'il y avait peu de locuteurs habilités à changer la langue. C'était la noblesse, c'était les grands, c'était la cour, qui parlaient d'affaires ne concernant qu'un tout petit nombre de personnes. » Tout change avec la démocratie en Amérique, parce que là, il y a énormément de locuteurs, énormément de personnes qui parlent, et les citoyens sont sans arrêt en négoce, en commerce, en discussion, en confrontation les uns avec les autres. Et aujourd'hui, on voit bien que la langue politique change très très rapidement en France et en Europe. Alors on peut en rire, on peut fabriquer des générateurs de langue de bois, comme Franck Lepage, qui fait des conférences gesticulées avec des cartes de Bristol, il remélange les cartes et refait une autre conférence avec les mêmes mots. On peut rire de l'apparition de certaines expressions cocasses que tous les hommes politiques emploient en ce moment. Ils ne disent plus « nous sommes capables de », « nous sommes en capacité de ». Voilà, il y a les titres. L'entre-soi. L'entre-soi. Le vivre ensemble. Le vivre ensemble, ces phrases. Or, on sait bien que malgré ces phénomènes de langue de bois, la langue n'est jamais creuse et qu'elle fait advenir certaines réalités, ou si ce n'est des réalités, au moins des effets de réel. Et c'est donc pour ça qu'il est d'autant plus intéressant d'essayer de décrypter les enjeux politiques qu'il peut y avoir derrière dans ces utilisations. Quels sont le rôle des cabinets de communication, par exemple, là-dedans? Alors, moi, je crois que c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire, on peut rire, on peut prendre une posture de distanciation en disant cette langue politique, à force de se répéter, de fabriquer des éléments de langage, d'être sous la domination des communicants, etc., finit par ne plus saisir rien. Un des exemples, c'est le sondage qui a été fait en 2015 pour un site d'information en ligne qui disait que 65% des Français ne se reconnaissent plus du tout dans l'expression « valeur de la République » et ne voient même plus ce que recouvre l'expression. Alors, si on compare ça avec les chiffres sur l'usage de l'expression « valeur de la République », on ne l'a jamais autant utilisé qu'en ce moment. Donc on peut avoir l'impression d'une langue devenue creuse, comme le disait Marion à l'instant, une langue qui ne parle plus de rien, qui ne sait... C'est pas notre position. Notre position, c'est qu'il y a bien quelque chose qui se joue dans ce renouvellement de la langue politique. Il y a bien une transformation de ce que c'est que la politique, de ce que c'est que la manière de faire la politique, et de ce qui advient dans cette langue. Si on se met à parler à la place de gouvernement, ou à la place de politique gouvernementale, si on se met à parler de gouvernance, c'est évidemment pas neutre. Et il y a évidemment quelque chose de très puissant à l'œuvre derrière qui charrie une idéologie qu'on rapidement... Il s'agit de savoir ce que parler veut dire. Voilà. Ah. Ce qui vient avec gouvernance, c'est quand même toute une conception de ce que c'est que la politique, qui n'est plus qu'une question de technique, c'est pas une question d'affrontement sur les fins. Vous faites référence à Bourdieu. Bien sûr, puisque ça a été évidemment une des références de départ de notre dictionnaire, mais une fois encore qui n'est pas normatif. Donc quand on prend par exemple, quand on feuillette le dictionnaire, on se rend compte que justement, on n'a jamais donné de direction très très propre aux auteurs, donc ils sont amenés certes à manipuler Bourdieu, mais à beaucoup d'autres auteurs. Ceci dit, ce qu'on a retenu de Bourdieu, c'est cette fameuse notion d'inconscient académique et cette envie de prendre à rebrousse-poil, de dénaturaliser ces mots qui ne font pas un sens commun, justement, mais qui au contraire, créent des contrariétés entre les sens et entre les usagers des concepts. L'opinion publique n'existe pas. En tout cas, le consensus public n'existe pas. Marie. Je voudrais attirer l'attention peut-être sur un usage possible de votre ouvrage. On est aujourd'hui dans le monde de la recherche et de l'enseignement supérieur confronté à une injonction à l'internationalisation des recherches. Et je trouve que votre ouvrage fournit des outils précieux pour éviter de tomber dans les pièges d'une internationalisation qui manquerait de réflexivité, de prudence. Et voilà, vous dites, enfin, il me semble que voilà, c'est un ouvrage qui peut permettre d'éviter les dialogues de sourds à l'international, dont je pense aujourd'hui de plus en plus de gens sont familiers, puisqu'ils vont se promener dans des colloques à l'étranger. Mais c'est déjà l'occasion de rappeler qu'effectivement, ce dictionnaire, les auteurs viennent de différents pays.
donc pratiquent différentes langues. Le français, bien sûr, mais aussi l'anglais, l'allemand, l'italien, l'espagnol. Je crois qu'on s'arrête là pour l'instant, mais c'est déjà assez riche. Et que, en fait, le principe, c'était de réunir tous ces chercheurs de disciplines différentes et de langues différentes dans des ateliers préparatoires et un petit peu de voir comment se passait ce bouillon de culture en insistant une fois encore sur les incompréhensions, les malcompréhensions, etc., plus que sur le sens, sur une communauté de sens évidente. Marion a raison de rappeler que d'abord c'est un travail collectif, c'est un travail fait ensemble avec des chercheurs qui viennent de différents univers académiques et de différentes disciplines qui se sont rencontrés. C'est-à-dire on n'a pas distribué les entrées aux uns et aux autres en fonction de leur CV ou en fonction de nos amitiés, mais on a convié des gens à participer à des séminaires, à des colloques, à travailler ensemble, à présenter les papiers, à commenter les papiers des autres, à revenir plus tard avec des textes modifiés en fonction des discussions qu'il y avait eu. Et donc, l'un des objectifs, c'était effectivement de donner des outils pour dénaturaliser ou débanaliser des choses qui nous paraissent aller de soi. Par exemple, l'opposition Paris-Province ou ce que c'est que la nation. On a une idée très claire de ce que c'est que la République en France, en montrant que ce sont souvent des visions qui ont été forgées par des inconscients d'école, forgées par des usages lexicaux, par des traditions académiques. Des foyers sémantiques et idéologiques particuliers à certaines nations. On n'est pas obligé pour autant de renoncer à créer des comparables avec nos partenaires scientifiques, mais que ces comparables ne peuvent pas simplement être des mots valises ou d'un symbolisme général ou une espèce de génie ontologique des langues. C'est-à-dire, beaucoup de colloques aujourd'hui ne portent que sur des mots. Voilà, on va avoir la sécurité en Europe. Moi, j'ai eu la semaine dernière un colloque, la sécurité. Est-ce qu'on parle de la même chose? Je suis vraiment pas certain. Et est-ce qu'on parle de la même chose lorsqu'on organise un colloque sur le chômage ou sécurité et liberté? C'est pas certain. Le dictionnaire, c'est un outil pour dire, essayons de créer ensemble des comparables qui permettent de faire des vraies entreprises européennes. Merci Olivier Christin. Donc on arrive donc à la deuxième coupure musicale de notre émission. The only one who knows this ounce of words is just a token is he who has a tongue to tell that must remain unspoken. Radio Nantes, les causeries de la MSH. Eh bien, nous reprenons notre discussion avec Olivier Christin et Marion Deschamps, et sur donc leur dictionnaire, donc les concepts nomades en sciences humaines. Alors, je suis accompagné de Marie Cartier, qui est donc sociologue au sens. Donc, on va reprendre notre discussion. Peut-être, ce qui serait bien, c'est qu'on se donne un ou deux exemples pour illustrer un petit peu votre démarche. Oui, je crois qu'on s'est partagé la tâche avec Marion Deschamps. Moi, je voudrais prendre une des entrées, juste décrire rapidement, ou une ou deux, puis Marion, une ou deux. Il y en a deux qui me tiennent à cœur. L'une qui est, parce qu'elle est un sujet d'actualité sur lequel nous déchirons aujourd'hui, nous discutons, c'est l'entrée terrorisme. Qu'aujourd'hui, on a tendance à absorber complètement l'idée de terrorisme ou la notion de terrorisme complètement dans la menace du terrorisme djihadiste, du djihadisme.
Et on a du mal à reconstituer cette longue histoire du terrorisme. Et c'est précisément en reconstituant cette longue histoire qu'on peut se donner des outils pour comprendre ce que c'est que le terrorisme aujourd'hui. Alors cette histoire, elle part en bonne partie de la Révolution française, de la terreur et donc de la politique de la Révolution contre les menaces extérieures, contre les émigrés et contre les troupes coalisées qui viennent assiéger la France révolutionnaire. Et la terreur, c'est la terreur de la loi, c'est la terreur de la liberté contre les ennemis de la liberté. C'est pas une terreur individuelle, c'est une terreur de l'État, de la loi, contre les émigrés, contre les séditieux intérieurs. Ensuite, il y a une longue histoire qui se déroule tout au long du 19e et du 20e siècle qui va associer protestation politique, usage de la violence, et notamment usage de la violence contre les personnes autour de l'anarchisme russe, et puis l'entrée rappelle les combats du terrorisme d'extrême droite et d'extrême gauche dans les années 60, 70, notamment sur le cas italien et allemand qu'elle connaît très bien, surtout le cas italien avec ce terrorisme d'extrême droite et ce terrorisme brigadiste. Et puis, le lien entre mouvement terroriste et émancipation nationale autour du cas de l'OLP, etc. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il n'y a pas que l'absorption complète de la notion de terroriste par la question djihadiste est extrêmement récente. Et qu'elle masque la question de la construction qu'elle risque de masquer la construction des causes collectives qui ont été qualifiées terroristes ou dans lesquelles on a utilisé des moyens terroristes pour les construire. Par exemple, la cause palestinienne ou la cause prolétarienne dans les brigades rouges. Donc, rappeler l'histoire, c'est se donner un peu des éléments de comparaison, des éléments de compréhension, qui me semblent importants dans ce contexte-là, et d'éviter les amalgames que tout geste commis au nom d'Allah ou au nom d'une conception radicale de l'islam doit être qualifié de terroriste. Non, c'est pas le nombre de victimes, c'est pas le fait que les gens crient Allahu Akbar, etc., qui fait le geste terroriste. C'est autre chose, c'est le rattachement à une cause, c'est l'imputation de causalité, pour parler comme Weber, c'est la reconnaissance des gestes individuels par ceux qui sont légitimes pour défendre ce que c'est que cette cause. Voilà, il faut qu'il y ait une cause collective identifiable. L'assassin de Joe Cox, la députée travailliste anglaise, n'est pas un terroriste. C'est un assassin, c'est un membre, quelqu'un qui partage une idéologie suprématiste, radicale, raciste, terrible, mais c'est pas un terroriste pour autant. Le pilote de la Germanwings fait des dizaines de morts, ça n'est pas un terroriste pour autant. Voilà. On gagne rien à écraser complètement ces notions. Un mot sur gender ou je dis un mot sur dévouement? Non. Oui, non, on m'a assigné le terme de gender. Alors, je ne sais pas s'il y avait des inconscients derrière. Certainement. Mais oui, c'est en fait un concept assez donc de genre, un concept assez paradigmatique du nomadisme conceptuel, puisqu'il voyage vraiment à travers les lieux et les milieux. Donc les lieux d'abord aux États-Unis, puis ensuite en Europe, et puis les milieux académiques et bien sûr politiques et publics. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que ce concept est caractérisé par une très grande réflexivité des auteurs qu'il manipule au sein des sciences sociales, et à l'inverse, par un flou artistique cultivé à escient dans le débat public. Donc d'un côté, on a un concept qui participe à la redistribution d'un champ académique, avec la création d'un nouvel objet légitime à partir des années 80-90, puisque maintenant les chaires de gender studies, etc., se multiplient à travers le monde. Hein. Et ça a commencé aux États-Unis, bien sûr, avec le militantisme et le black feminism et compagnie. Et puis, de l'autre côté, dans un autre milieu, celui du débat public, du débat politique, on a un débat beaucoup plus controversé autour de ce terme. De quoi parle-t-on quand on parle de cette fameuse théorie du genre? Est-ce qu'il y a une théorie du genre? Bien sûr, non. Donc, on voit bien que les politiques qui utilisent ce label, cette définition, ce slogan, jouent aussi du flou qui en émane, et finalement essaye de rassembler, de cumuler plusieurs des espèces de hantises sociales autour de ce terme. Je suis d'accord avec Marion, c'est un très bon exemple de circulation internationale et un exemple de circulation entre univers académique et univers politique, avec toutes les distorsions qu'il y a derrière,
et des usages triviaux. Mais est-ce que la confusion n'est pas venue aussi du milieu académique aussi? Bien sûr, il y a eu, je pense, une neutralisation Parce que le fait de politique. mélanger science et militantisme, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour le passage des concepts. Bon, alors, on n'a pas forcément jugé de ce point-là, mais par contre, ce qui est effectivement vrai, c'est que lorsqu'il y a un transfert du premier... si vous voulez, des premières conditions socio-historiques de création du concept aux États-Unis et qu'il y a un transfert qui se fait en Europe, il y a aussi, alors pas forcément en Allemagne où il y a encore ce militantisme qui est assez attaché au concept, mais en France, bien évidemment, une neutralisation du terme par l'idéologie républicaine. Et ça, on le voit aussi avec d'autres concepts tels que multiculturalisme ou citoyenneté, etc. Quand on passe au foyer sémantique français qui est vraiment marqué lourdement par cette idéologie républicaine universaliste, eh ben, on a des termes qui étaient très connotés de manière militante aux États-Unis et qui sont dépolitisés dans un contexte français égalitariste qui a ses avantages, mais aussi ses inconvénients. Tout à fait. Non, je pense que c'est vraiment un exemple presque central pour notre entreprise. Je voudrais dire un mot peut-être un mot sur dévouement, parce que c'est une question d'abord, c'est une entrée dont je me suis occupé plus directement et qui me préoccupe. Parce qu'elle est d'actualité, on entend énormément un discours dans les hommes politiques français, notamment le discours du désintéressement, du dévouement. La chose publique, c'est un sacrifice de ses propres intérêts, c'est un sacrifice de son temps, c'est un sacrifice de sa santé. Il suffit de regarder les blogs des députés, par exemple, les pages personnelles des députés ou des sénateurs. Ce sont des dizaines et des dizaines de blogs qui répètent la même formule. La politique est un don de soi, la politique est un sacrifice. Même un discours de Marine Le Pen, la politique est le plus beau des arts. Alors on se demande, et le discours de Nicolas Sarkozy en 2007 à Versailles est vraiment sur ce terrain-là. Alors on se demande, au fond la question c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ce discours sur le dévouement, sur le désintéressement, à partir du moment où on a une classe politique que tout le monde aujourd'hui s'accorde à considérer quand même comme très close sur elle-même et très professionnalisée. C'est des gens dont c'est le métier de faire de la politique et certains d'entre eux n'ont fait que ce métier-là, pas tous. Mais quel autre métier ont fait ces hommes et ces femmes politiques que je viens de citer, Marine Le Pen ou Nicolas Sarkozy? C'est d'abord un métier de la politique. Et donc, la question du dévouement me semble vraiment très intéressante. Alors, pour moi, elle me semblait très intéressante. Et j'ai voulu savoir, j'ai fait une enquête historique pour savoir quand apparaît ce thème et d'où il vient. Et il vient en fait de très loin. C'est un topos, un cliché républicain qui vient des récits de la disparition de la République romaine chez Tite-Live, chez Cicéron, la reprise de ces discours au Moyen-Âge, dans l'éloge de la vertu. Voilà, la République, c'est le régime de la vertu. Et ces classiques-là disparaissent au début du XXe siècle, c'est-à-dire disparaissent avec la politique militante, avec la politique professionnelle, avec les journaux. Donc de faire revenir ça aujourd'hui, c'est transformer complètement la nature du débat sur la République. Il ne s'agit plus de vertu, il s'agit de sacrifice. C'est sacrificiel, il y a un côté homme providentiel. Et ça ramène immanquablement quand même une interrogation sur le discours de Pétain. Du 17 juin 40, je fais à la France le don de ma personne. Peut-être que c'est la bonne transition pour parler de populisme. Je ne sais pas si on a encore le temps. On abordera peut-être ça dans la dernière partie. Voilà. Mais pour commencer, effectivement, c'est la même chose. Donc, culte providentiel, etc. On s'aperçoit que le concept de populisme, puisqu'on a un suffixe en isme, en fait, change aussi énormément par rapport au contexte. Donc, évidemment, il est de plus en plus plébiscité, ce terme, à travers notamment la montée des droites extrêmes européennes et aussi évidemment de la campagne américaine. Et en fait, on s'aperçoit, si on remonte au populisme fondateur du 19e siècle, que finalement, il n'est pas connoté de la même manière actuellement. Aux États-Unis, Trump, je ne suis pas sûre qu'il soit mécontent si on le taxe de populiste. Alors qu'en France, c'est évidemment très, très négativement connoté. Donc, il faut toujours retracer les histoires de ces termes pour être conscient effectivement des valeurs qu'il charrie. Marie, vous avez... Peut-être pour introduire le dernier temps de discussion, il me semble que dans l'histoire des mots que vous proposez,
on oscille entre la sémantique historique et un autre projet qui serait plus celui d'une histoire matérialiste des idées. Mais selon les entrées, ces tendances sont plus ou moins présentes et du coup, peut-être vous pouvez nous en dire un peu plus sur les relations entre disciplines au sein de votre équipe. Puis aussi, en tant que sociologue, je suis toujours intéressée pour voir comment le regard sociologique est perçu, y compris par les historiens. Merci beaucoup, c'est une question essentielle. Vous nous avez vraiment bien lu, puisque c'était précisément ça notre point de départ. Il y a un point de départ politique, de citoyen, il y a un point de départ pédagogique, scientifique, comment créer des comparables pour faire l'histoire européenne, ce que fait Marion, ce que je fais moi. Mais il y a aussi un point de départ méthodologique, conceptuel et historiographique de comment sortir d'un partage académique entre d'un côté la sémantique historique, on peut penser à Koselleck, au Geschichtlicher Grundbegriffe, etc. Et de l'autre côté, une histoire sociale des idées ou une histoire sociale de la circulation des idées en matière de sciences sociales. Et on a essayé de faire un peu les deux, peut-être parce que ni Marion ni moi ne sommes vraiment des exemplaires académiques parfaits de notre discipline. C'est-à-dire, Marion, j'aurais du mal à la situer entre la théologie, l'histoire de l'art. Je crois que l'anthropologie historique et les gender studies, et puis j'arrête là parce qu'après ça fait trop. Et moi, je considère que je navigue entre un terrain d'historien et des pratiques à la frontière de la sociologie, puisque pendant longtemps, je travaille dans une équipe de sociologie ou avec des sociologues, je publie l'essentiel de mes articles dans une revue de sociologie. Donc c'est bien notre projet, c'est bien celui-là, et c'est de sortir de partages qui nous semblent là aussi des partages académiques, c'est-à-dire la division des disciplines qui n'est pas la même de pays à pays et qui est, dans certains cas, absolument artificielle et découpe des objets en fonction de structures administratives, académiques, qui ne sont pas des structures scientifiques, qui ne correspondent pas à la pertinence de la construction des objets. Donc de ce point de vue-là, on a vraiment souhaité avoir une approche pluridisciplinaire, même si il me semble que on manque un peu de juristes et d'économistes dans les projets. Ça, je suis d'accord avec vous. Et puis, pour conclure, cette oscillation, elle est aussi en fait le symptôme de la liberté qu'on a laissée aux auteurs. D'accord, merci. Je suis désolé de vous interrompre, mais on reprend nos débats dans la 4e et dernière partie de notre émission.
Radio Nantes, les causeries de la MSH. Nous reprenons notre discussion après cet intermède musical fort beau. Merci Olivier Christin de ce choix. Et donc nous reprenons notre discussion sur les concepts nomades à propos d'un ouvrage qui est donc le Dictionnaire des concepts nomades en sciences humaines. C'est le tome 2 de ce travail. Donc pour finir, on va peut-être continuer un peu la discussion qu'on a entamée donc dans la partie précédente. Oui, je voudrais remercier Marie Cartier de sa question sur en gros les deux options de sémantique historique. Il y a des travaux très importants qui ont été faits, par exemple sur la sémantique historique de la Révolution française ou sur la période de transition, la Sattelzeit de Koselleck, Kanze, etc. Le passage d'un monde moderne, l'avènement langagier de la modernité dans le monde germanique entre 1750 et 1850. C'est des travaux splendides. Puis de l'autre côté, une histoire des intellectuels, par exemple, comme on peut la trouver chez Christophe Charles, sur les capitales intellectuelles, ou sur l'histoire des intellectuels, une histoire de la circulation des idées, ou les transferts culturels de Anne-Marie Thiès et d'autres, qui ont fait ça avec beaucoup de méticulosité et de talent. Et on a voulu, nous, trouver une via média dans ça, en nous intéressant à l'histoire des concepts, et à l'histoire de ce que les concepts font aux gens, font aux choses, nous font faire, et quels sont les acteurs qui utilisent ces concepts, les forgent, les transfèrent, les importent, les imposent, ceux qui ont le capital social pour le faire, ceux qui ont les ressources théoriques, les conditions de félicité que vous souhaitiez évoquer. Et donc, pour moi, et je crois que pour Marion, c'est vrai, vous l'avez entendu quand on parlait de gender, ou qu'on parlait de... C'est un livre militant. Ce dictionnaire des concepts nomades, c'est un livre militant sur la collaboration entre les sciences sociales, la science sociale, Durkheim ne dit pas, on ne dit pas au pluriel pendant longtemps, la collaboration entre les différentes disciplines et l'abandon de partage académique qui sont en train de nous tuer dans certaines universités, la sécession des sciences sociales par rapport aux humanités, etc. Nous creusons nous-mêmes notre tombe. C'est un livre militant sur le pluralisme linguistique. Bien sûr, le livre est en français. Bien sûr, nous avons traduit nous-mêmes les articles. Nous avons discuté avec les auteurs de la traduction. Il faut bien un support, il faut bien une langue pour diffuser. Mais c'est un plaidoyer en faveur de la diversité linguistique de l'espace des sciences sociales en Europe. L'Europe est multilingue. Ça ne sert à rien de passer par un globish en pensant qu'on va améliorer les performances des sciences sociales. On n'a rien à performer. Et c'est d'ailleurs pour ça que finalement l'oscillation, ou si vous voulez l'alternative, n'était jamais à deux termes, c'est-à-dire entre l'histoire sémantique et une histoire sociale des concepts. Mais on avait toujours aussi à l'horizon le projet de Barbara Gassin sur le vocabulaire des intraduisibles, qui nous a inspirés, mais c'était pas quand même notre objet. C'est-à-dire que ce qui nous importait, c'était pas les ontologies des intraduisibles des mots, mais vraiment les usages qui en étaient faits concrètement, de sorte qu'à la fois on avait une nécessité de la comparaison multilingue et en même temps on ne cherchait pas à montrer qu'il y avait une incompréhension fondamentale, ontologique ou essentielle, mais qu'il y avait à la fois du bricolage, du braconnage, des richesses et des faiblesses dans ces échanges donc, qui dépassaient les disciplines, les espaces linguistiques, culturels, etc. Et ce point de vue-là, c'est peut-être la dernière chose qui fait de ce livre un livre militant. C'est un livre qui invite les acteurs sociaux, les étudiants, les intellectuels, des journalistes. C'est pas un livre qui doit être intimidant, c'est un livre qui les invite à se réapproprier le langage de la politique et des choses qui nous concernent tous. De quoi on parle quand on parle? Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on est sûr de se comprendre? C'est pas un livre difficile, d'abord, même si derrière il y a une bibliographie qui peut paraître assez importante, elle n'est pas dans les articles. Les articles sont relativement courts. On peut les lire dans une matinée de travail ou dans un trajet normal en train. Et c'est vraiment un projet collectif porté par des gens qui, comme nous, pensent que les sciences sociales ont quelque chose à dire dans la société d'aujourd'hui, et notamment un travail de comment je pourrais formuler ça, de dissipation de l'illusion que peuvent produire des usages non réflexifs de certains concepts. Et quel a été comment le livre a été reçu justement par
vous parlez des journalistes, vous parlez effectivement, parce que c'est quand même très intéressant. Par exemple, c'est quand même très. Je vais donner un exemple. Je vais donner un exemple personnel. Sur le terrorisme, sur l'identité, etc. Ça devrait quand même me faire écho. Je vais donner un exemple personnel et Marion donnera un après. Donc c'est le moment des confidences. C'est la causerie au coin du feu. C'est causerie au coin du feu. Les causeries de la MSH. Nous sommes devant une cheminée qui crépite. Quand le livre est sorti au mois de mai, a eu un bon accueil, plutôt un bon accueil. On a eu plusieurs radios, on a eu plusieurs discussions intéressantes. Il a eu un accueil aussi parce qu'il parle de mots qui sont au cœur de l'actualité. Et j'étais dans le sud-est de la France au moment de l'attentat de Nice, et j'ai été immédiatement sollicité pour commenter la question de est-ce que c'est un geste terroriste ou pas. Et on m'a offert une page entière, on a eu 2 pages avec Irène Herman qui a fait ici l'article sur Victimes. On nous a offert 2 pages dans Libération pour parler non pas de l'attentat de Nice, nous ne sommes pas des spécialistes de l'antiterrorisme, nous ne sommes pas des spécialistes du djihadisme ou de l'islam radical, mais pour parler de la façon dont on parlait de cet attentat de Nice et des autres attentats. Donc moi j'ai fait une entrée sur le terrorisme. Est-ce que c'est un acte terroriste? Pas cet acte-là, mais est-ce qu'on peut parler? On peut tout qualifier de terrorisme ou pas? Qu'est-ce qui fait qu'on peut qualifier ou pas et disqualifier en même temps? Et Irène Herman a fait un texte très beau sur est-ce que c'est une guerre? Est-ce qu'on peut parler du terrorisme comme une guerre? Ces 2 chroniques dans l'IB, écrites dans le feu de l'action, de la réflexion de ce qui s'était passé, nous ont valu des coups de téléphone, des appels, etc. On m'a demandé si je voulais aller sur le plateau d'une grande chaîne de télé, très connue, au journal de 20h, avec parler de ça. Ce qui dit aussi d'abord l'intérêt de notre démarche peut-être, mais aussi les malentendus. C'est-à-dire on a pensé que j'étais un spécialiste du terrorisme et que j'avais une chose... Donc mon article a été repris le soir sur France Info. Il y avait les débats de 8h à 21h. J'étais présenté comme un spécialiste du terrorisme qui avait avancé une nouvelle explication. Donc il peut y avoir... À nouveau revient le malentendu bien intentionné, mais il y a de l'intérêt pour ces questions. Ce livre intéresse les gens. Nous avons une grande confiance dans la possibilité de faire un 3e volume. Parce que je crois qu'il y a un vrai usage, une vraie utilité, une vraie urgence à remettre du sens dans les mots qu'on emploie tout le temps. Oui, non, je peux qu'abonder dans ce sens-là, c'est-à-dire que c'est un souvenir personnel aussi. On va voir. Dans la cheminée. Ah oui, c'est ça. Oui. Non, il n'y en aura pas. Mais effectivement, il y a une tendance de certains journalistes à du coup nous poser des questions comme si on était des oracles de l'actualité, justement à partir du sens des mots. Et on en revient à cette obsession sur la fixation du sens, parce qu'il y a une angoisse sur justement la dilution. Donc il y a toujours cette dialectique entre fixation, dilution du sens, et on serait tenté de nous appeler en tant qu'experts. Non, on ne l'est pas, on le redit une fois. Encore, cette entreprise est une entreprise critique, donc qui est censée brouiller aussi un petit peu les évidences. Vous êtes trop modeste, parce que je trouve que c'est de l'expertise de remettre du sens aux mots qu'on utilise. Surtout en ce moment, sur terrorisme. Alors dans ce cas-là, du sens d'essence aux mots, avec cette pluralité et ce dissensus fondamental qu'il peut y avoir entre les différents usages. Et je trouve aussi que tout en invitant à la méfiance vis-à-vis d'une internationalisation trop hâtive des notions, votre ouvrage est aussi un vrai plaidoyer pour un comparatisme international réfléchi. Il y a plusieurs articles je pense à l'article Ancien Régime ou Travail dans le premier volume, qui montrent combien la pensée s'enrichit d'aller regarder comment sont nommées les notions dans une autre langue. Et donc, ce point de vue aussi... Vous avez totalement raison, c'est un plaidoyer, c'est un livre militant pour une histoire européenne de l'Europe, pour une anthropologie européenne, pour une sociologie comparée des sociétés européennes, mais en considérant que les manières dont les sociétés se disent, s'expriment elles-mêmes, se décrivent elles-mêmes, fait partie de ce travail d'enquête sociologique et n'est pas un obstacle qu'il faut surmonter en passant rapidement vers un anglais internationalisé. Parce que dans ce cas-là, on décrira plus rien, on décrira des fictions langagières et au fond, nous décrirons le rêve de la société néolibérale. Mais je crois que ce sera le mot de la fin. Marion a quelque chose à ajouter? Non, voilà, tout simplement réintroduire la tour de Babel dans les sciences européennes. Ça, c'est très beau, l'image de la tour de Babel. Oui. C'est vrai que c'était dans le tome 1, je crois, non, oui, peut-être, je ne sais pas, où Marion vient de l'inventer. Non, mais il y avait un article dans Le Monde où on parlait effectivement de votre bouquin en citant la tour de Babel.
Exactement. C'est un des grands moments de la modernité, des sociétés européennes. C'est la prise de conscience que sur les ruines du latin, on ne reconstruira pas une langue unique. Il faut faire avec Babel. Et Babel est un moment aussi de et progrès. Babel, à la fin de Babel, on ne se comprend plus, je crois. Dans la Bible. Oui. Eh bien, je remercie, on arrive à la fin de cette émission, je remercie Olivier Christin et Marion Deschamps pour ce très bel ouvrage. Donc, ça a été vraiment une émission très, très intéressante. Je remercie Marie Cartier de m'avoir accompagné. Merci. Et donc, en général, je finis par une citation. Évidemment, c'est toujours assez humoristique. Je cite Sébastien Chabal qui disait « We are in France, we speak French ».